Bienvenue à tous. Une fois de plus, merci d'être nombreux parce qu'on voit que vous êtes inscrits très nombreux à cette séance de formation. Cette séance de formation va être bien sûr filmée pour que ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là, de la revisionner. Pour ceux qui étaient déjà à la présentation d'hier, il ne s'agit pas de la même chose. Il s'agit d'une séance de formation pour la prise en charge de façon beaucoup plus pratique de la COVID-19. Toutes ces dias ont été préparées par l'équipe d'infectieuses et de pneumologie, même si certains noms manquent ici à la dia, mais l'ensemble de ces teams ont participé à la réalisation et vous verrez d'ailleurs que les différents interlocuteurs qui vont se succéder appartiennent à différentes spécialités. Parce que, comme vous savez très bien, la prise en charge nécessite une approche multidisciplinaire. Voilà, je ne vais pas faire de longs discours, je vais laisser Leila Belki, que vous connaissez, que tout le monde connaît, de pouvoir commencer la présentation. Et Julien Degrève va intervenir à la fin pour les traitements. En passant, notre collègue William Ponsin va nous expliquer la prise en charge de l'oxygénothérapie. Voilà, merci beaucoup et bonne séance. Voilà, bonjour à toutes et tous. Alors pour commencer, donc la réunion va être accréditée, donc vous pouvez envoyer un mail ici à Madame Dominique Poten à duclouvain.be avec prénom, nom et numéro INAMI. Et merci à Monsieur Hermans d'avoir fait les démarches pour que cette réunion soit accréditée. Alors on va commencer comme une histoire. Il était une fois peut-être un prince charmant, mais en fait, au final, ça n'est pas un prince charmant. C'est un virus nommé donc le SARS-CoV-2, qui au final a énormément perturbé, on va dire, l'équilibre mondial, si on pouvait parler d'équilibre mondial. Donc en quelques mots, vous savez, tout a commencé fin décembre avec le fameux cas d'une pneumonie d'étiologie indéterminée en Chine. Rapidement, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme. Puis fin janvier, l'OMS de nouveau a déclaré ça comme une urgence de santé publique et puis a parlé de pandémie au mois de mars. Et vous vous en rappelez certainement, quelques jours plus tard, le confinement a débuté en Belgique. Donc c'est intéressant juste de se rappeler, même si vous le savez, que donc tout a quand même commencé en Asie, en particulier en Chine. La particularité, c'est qu'au final, cette maladie, donc cette épidémie, s'est rapidement transformée en pandémie, en touchant différents continents, en particulier dans un premier temps l'Europe, d'abord l'Asie, puis l'Europe, puis les États-Unis, puis l'Amérique du Sud. Également en partie l'Afrique qui reste néanmoins moins touchée, avec à l'heure actuelle plus de 40 millions de cas, mais ça c'est une faible estimation parce que vous savez qu'au début on ne testait pas tout le monde, et quand même plus de 1 100 000 morts à l'heure actuelle. Pour donner une échelle, une grandeur, la grippe tue environ 300 à 500 000 personnes par an. Il y a eu des années où c'était jusque 600 000. Alors les continents les plus touchés sont principalement l'Amérique du Sud, suivie par l'Asie, les États-Unis. Durant tout l'été, on entendait l'augmentation du nombre de cas aux États-Unis. Et vous savez que depuis malheureusement quelques semaines, on fait face également à une seconde augmentation en Europe. Et comme je vous le disais, l'Afrique reste un continent qui est moins touché, avec surtout l'Afrique du Sud qui est le pays le plus touché. Alors si on regarde en termes un petit peu de code couleur, donc ça représente l'incidence par 100 000 habitants, donc le nombre de cas positifs testés par 100 000 habitants. Vous voyez qu'en Europe, quasi tout est rouge et qu'un des pays voisins qui s'en sort le mieux, c'est l'Allemagne. Donc peut-être faudrait-il regarder comment ils gèrent en Allemagne pour que les autres pays européens puissent gérer probablement un peu mieux, vu que pour l'instant, la situation n'est pas sous contrôle. Alors pourquoi pouvons-nous dire que la situation n'est pas sous contrôle ? Il y a quelques facteurs qui peuvent nous aider à nous y retrouver au-delà du nombre de cas positifs. Vous savez que quand on parle de cas positifs, il y a à la fois des personnes asymptomatiques et à la fois des personnes symptomatiques. En Belgique, c'est plus ou moins 50-50.
Donc, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir ce qu'on appelle le taux de positivité. Donc, le taux de positivité, c'est le nombre de cas positifs par rapport au nombre de tests. Ce taux était très faible au mois de juin, juillet, à peine quelques pourcents, et il a fortement augmenté ces dernières semaines pour atteindre 11%. Et donc, la Belgique, avec la France, est un des pays où le taux de positivité est le plus important. Et cela se ressent malheureusement en termes d'admission au niveau de l'hôpital. Donc ça, c'est la première vague, tout le monde s'en souvient. On pensait être tranquille à partir de juin, juillet. On a eu un tout petit rebond au mois d'août et malheureusement, les chiffres sont là et on le voit, on le vit. À Saint-Luc également, nous faisons face à l'heure actuelle, et c'est la raison de cette formation, à de nouveau une augmentation importante du nombre de patients hospitalisés. On avait une demi-unité au 44 début du mois. Nous avons ouvert hier la 4e unité et on doit s'attendre vraisemblablement à ouvrir la 5e unité dans les jours qui viennent. Donc, ce que l'on peut déjà dire, et j'y reviendrai, c'est que donc, le nombre d'hospitalisations, vous voyez, augmente. Il y a cette même tendance, mais qui est plus... La courbe est un peu plus aplatie au niveau des soins intensifs. On pourrait déjà émettre une hypothèse. Ça reste une hypothèse. Peut-être que notre prise en charge à l'étage est suffisamment meilleure, elle n'est pas parfaite à 100%, que pour que la proportion de patients qui descendent aux soins soit possiblement plus faible. Ça sera à confirmer avec le recul nécessaire dans quelques semaines. Alors pour donner une idée de ce qui se passe à l'heure actuelle, ce sont des graphiques qui sont repris du site Covid Data. Vous voyez ici en rouge la tendance, ce qui s'était passé en termes d'hospitalisation durant la première vague, même si le terme vague, j'aime bien le rappeler, ça n'est pas un terme scientifique. Et en mauve, c'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Et vous voyez que malheureusement, à Liège et à Namur, le nombre de patients hospitalisés a déjà atteint, voire dépassé ceux qu'ils avaient eus lors de la première vague, en sachant que Namur avait été beaucoup moins affecté que d'autres provinces. À Bruxelles, nous ne sommes pas encore là, heureusement, mais ça augmente. Au Hainaut, dans le Hainaut, vous voyez, ça augmente. Et clairement, il y a vraiment une fracture. Il y a une différence à l'heure actuelle entre la région flamande, qui avait été beaucoup plus impactée, en tout cas fortement impactée durant la première vague, et qui l'est moins à l'heure actuelle. Alors, ceci, c'est pour vous montrer à Saint-Luc. Si je vous montrais aujourd'hui, j'ai parfaite capture d'écran, on en est plus ou moins là. Donc, le nombre de patients hospitalisés, on en avait eu 158 au pic, en comptant les soins intensifs. Et à l'heure actuelle, on a plus ou moins 70 patients, donc 58 à l'étage et 15 aux soins intensifs, avec quelques patients qui sont sous ECMO. Alors, tous nos problèmes sont causés par un seul et unique virus, le SARS-CoV-2. Donc, c'est un virus dont le matériel génétique est composé d'ARN. Il est entouré de protéines qui forment une couronne, d'où le nom de coronavirus. Il faut savoir que c'est un virus dont le matériel génétique est un des plus importants. Il est 3 fois plus grand que le matériel génétique du VIH et de l'hépatite C, et 2 fois plus grand que celui de la grippe. Et quelques particularités qui sont quand même intéressantes, c'est que le SARS-CoV-2, comme en fait les autres coronavirus, ont ce qu'on appelle un proofreading mécanisme qui leur permet en fait de s'affaiblir moins parce qu'ils ont des phénomènes, des mécanismes qui corrigent certaines mutations lors de la multiplication virale. Et ils ont aussi cette capacité de s'échanger du matériel génétique entre eux, ce qui fait que ce sont des virus qui sont capables de passer d'une espèce à une autre et parfois à l'espèce humaine. Vous le savez toutes et tous, mais petit rappel, il y a des coronavirus avec lesquels, entre guillemets, on vit depuis des années. Ce sont les coronavirus qui sont responsables du rhume, du simple rhume. Et donc, à l'heure actuelle, il y en a 3 qui sont responsables de pathologies sévères. Le premier, c'est le SARS-CoV, qui s'est éteint de sa propre mort tout seul en 2002-2003, donc qui a commencé en 2002 et qui n'a duré que plus ou moins 9 mois, qui est resté localisé à l'Asie. Le MERS, qui circule toujours principalement aussi en Asie, mais qui n'est responsable que de quelques cas. Et maintenant, le SARS-CoV-2. Alors, très rapidement, l'Éthiopie
l'étiologie, enfin pas l'étiologie, le virus de base provient de la chauve-souris et il serait possible, ça reste encore une hypothèse, que l'hôte intermédiaire soit le pangolin. En tout cas, il y a des similitudes au niveau du matériel génétique et qu'ensuite, donc, ce virus ait pu se transmettre à l'être humain. Alors, il y a des similitudes entre le SARS-CoV et le SARS-CoV-2, ça je ne vais pas y revenir. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le SARS-CoV-2 a une haute affinité pour le ACE2 récepteur. C'est vraiment le récepteur qui lui permet d'entrer dans les cellules, en particulier les cellules endothéliales de différents tissus, mais il a vraiment une haute affinité et ça lui confère aussi une transmissibilité qui est plus importante que les deux autres virus responsables de pathologies sévères. Alors d'un point de vue physiopathologique, lorsque le virus entre donc dans une cellule, il y a le phénomène de fusion avec l'enveloppe, l'utilisation de toute la machinerie de l'hôte pour pouvoir se répliquer. Dans la majorité des cas, le système immunitaire travaillera de façon correcte et donc dans la majorité des cas, le tableau clinique sera modéré et malheureusement, pour une faible proportion, heureusement, mais une proportion quand même de patients, il va y avoir une réponse dysimmunitaire qui est incontrôlée, avec en particulier une production très importante d'interleukine 6, un appel de macrophages, de monocytes, et donc c'est ce qu'on appelle le cytokine storm, qui se traduit ici. Donc si on reprend, et ça on va le voir cliniquement et on reviendra là-dessus, la pathologie, donc le Covid-19, se déroule vraiment en deux temps. Il y a la première phase qui est virologique, enfin qui est plutôt virale, pardon, où là on peut être ou asymptomatique ou avoir des symptômes plutôt modérés. Et il y a la seconde phase qui survient quelques jours plus tard chez les patients qui ont donc une dysrégulation immunitaire et c'est ce qui engendre des tableaux soit de pneumonie très sévère avec parfois un œdème pulmonaire et c'est ce qui conduit, c'est ce qui peut conduire à des ARDS et à des multi-organ damage. Il y aurait un petit souci technique. C'était... Oui, je continue. Bon. Alors, en termes de transmission, c'est pour vous situer, le virus se transmet un petit peu en termes de transmissibilité comme la grippe. Alors donc, en termes de transmission, le mode de transmission principal est et reste le mode de transmission par gouttelette. Et donc, qui dit gouttelette dit... je pense qu'il y a de nouveau un souci. On voit encore la présentation ou pas? Ah ben voilà. Donc, et là? On la voit? Ok. Donc le mode de transmission principal, c'est le mode de transmission par gouttelette. Et donc qui dit gouttelette dit que les gouttes et donc le virus peut se transmettre sur une distance d'environ 1,5 mètre. C'est la fameuse distance de protection. Il peut y avoir une transmission par contact. Donc si on a touché des objets qui ont été contaminés, néanmoins ce mode de transmission-là n'est clairement pas le plus important. Et il y a également une transmission qui peut se faire par voie aérosol. Néanmoins, ça n'est pas le mode de transmission principal et probablement que ce mode de transmission est plus répandu si on se retrouve face à quelqu'un qui a par exemple une grosse excrétion virale, j'y reviendrai, et dans des endroits où il y a peu d'aération, peu de ventilation, dans des endroits qui sont clos. Donc vraiment, le mode de transmission principal reste le mode par gouttelette. Les super spreaders, donc c'est quoi? C'est parti en fait du constat qu'une personne ou un petit nombre de personnes pouvaient à certains moments infecter un très très grand nombre de personnes. Et donc, suite à différentes observations, rétrospectives en particulier, on estime qu'environ 80% des transmissions secondaires
aurait pu être provoquée par en fait une très faible proportion de personnes porteuses du virus, donc à savoir seulement 10 à 20%. Et donc au départ on parlait surtout de phénomènes de super spreader et maintenant on parle surtout de super spreading event. Pourquoi ? Parce qu'en général c'est une combinaison à la fois de personnes qui ont vraisemblablement une capacité, pour des raisons biologiques, à avoir une grande quantité de virus, mais aussi un lieu, une conjoncture, un événement qui favorise cette transmission. Et donc, en général, ce sont des endroits, à nouveau, qui sont clos. On a par exemple décrit aussi lors de Coral, ou dans un bus, ça a été décrit ça, je pense, à Hong Kong, où les gens n'avaient pas de masque. Donc, c'est vraiment un endroit clos et quelques personnes qui auraient vraiment cette capacité d'avoir énormément de virus. Et donc concrètement, et ça vous le savez, on a pu maintenant démontrer qu'il y avait donc des mesures de protection qui étaient efficaces, à savoir la distanciation physique, donc le fait de s'éloigner pour éviter d'attraper donc les gouttelettes de la personne voisine, le masque et la protection oculaire, mais donc c'est surtout la distanciation physique et le masque lorsque cette distanciation n'est pas possible. Et donc, c'est maintenant, j'ai envie de dire, bien intégré par, et c'est dans toutes les recommandations. Alors une question qui revient souvent, c'est la durée de l'infectivité ou plutôt de la contagiosité. Je ne vais pas revenir dans le détail des différentes études. Différentes études en tout cas ont été faites en comparant tant les PCR que la culture virale, donc le fait de vraiment pouvoir remettre en culture le virus et voir s'il avait encore une capacité à être contagieux. Et grosso modo, on peut dire qu'après 8 à 10 jours, eh bien, aucune étude n'a pu montrer que donc le virus pouvait rester vivant, ou en tout cas pouvait rester capable d'infecter d'autres personnes, sauf éventuellement quand les personnes sont fortement malades et les personnes qui sont immunodéprimées. C'est la raison pour laquelle, dans les recommandations actuelles de Ciensano, une personne ambulante, un outpatient, qui attrape donc le SARS-CoV-2 et qui développe le Covid, eh bien, la durée de l'isolement, elle est de environ 7 jours, moyennant une résolution des symptômes dans les dernières 48 heures. Et pour les patients hospitalisés, nous restons à 14 jours. Et pour les patients qui sont aux soins intensifs, là, on va jusque 28 jours. C'est plus par précaution, même s'il n'y a pas encore beaucoup d'études pour étayer le fait de prolonger les durées d'isolement. Mais c'est un principe de précaution, surtout au niveau hospitalier. Alors, ce qui vous intéresse vraisemblablement ou probablement le plus, c'est la présentation clinique. Alors, ce qui est tout à fait particulier avec le Covid-19, c'est qu'il y a quand même une proportion de patients asymptomatiques qui peut être assez importante, donc ça dépend les différentes études, qui est estimée aux alentours de 16%, donc probablement que 16% des patients sont et resteront asymptomatiques, parce qu'il y a aussi les pré-symptomatiques, mais dans certaines séries, c'est plus bas et dans d'autres, c'est plus important. Quand on passe maintenant aux personnes symptomatiques, là aussi, on a tous les tableaux, donc du tableau modéré avec juste un peu de fièvre ou pas de fièvre et quelques symptômes, j'y reviendrai, mineurs, au tableau critique, les patients qui parfois sont admis d'emblée aux soins intensifs et qui nécessitent intubation, parfois ECMO. Donc il y a vraiment un range assez très important au niveau du spectre de la maladie. Alors le taux de mortalité a beaucoup fluctué au fur et à mesure du temps. Il est à l'heure actuelle estimé plus ou moins à 0,4%, en sachant que ça varie à nouveau en fonction des séries. Et de nouveau, pour vous donner une idée, la grippe, c'est 0,1%. En sachant bien, et ça c'est important, que parmi les patients hospitalisés, là par contre, le taux de mortalité est beaucoup plus important. On va parfois jusqu'à 20% et on monte encore plus quand les patients sont aux soins intensifs. J'y reviendrai. Alors, ce qu'il est important à savoir, ce sont les éléments qui sont repris ici. Lorsque l'on attrape le virus, la durée de l'incubation, c'est de 2 à 14 jours, d'où la fameuse quatorzaine, qui serait plus correcte que le terme quarantaine. Néanmoins, on sait qu'après 10 jours, plus ou moins 90%
des personnes ont développé les symptômes, en tout cas si elles devaient les développer. C'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, la quarantaine, si on ne se fait pas tester, est réduite à 10 jours et non plus à 14, en sachant que tous les pays n'appliquent pas cette règle-là et que certains pays veulent la protection ou la sécurité maximale et restent à 14 jours. Si on développe des symptômes et qu'on fait partie des 80% plus ou moins des gens qui vont bien, tant mieux. Les plus ou moins 15% des personnes qui vont avoir besoin de soins plus importants et qui vont arriver en hospitalisation, eh bien en général, elles développent cette sévérité-là une semaine après. Et si vous êtes amené à prendre en charge des patients Covid, vous verrez que beaucoup d'histoires sont tout à fait similaires. Les gens arrivent très rarement au début de la symptomatologie. Ils viennent quasi tous aux alentours de une semaine, 6 jours, 7 jours, plus ou moins. Une faible proportion, quant à eux, arrivera directement avec un stade qu'on appelle le critique, donc vraiment avec une insuffisance respiratoire, parfois carrément un choc septique, parfois un tableau d'emblée d'ARDS. Et donc, il y a certains patients qui vont des urgences aux soins intensifs, mais heureusement, ça reste une faible proportion. Alors, quels sont les symptômes ? Je reviendrai après sur les symptômes qui nécessitent en tout cas la mise au point diagnostique. Mais grosso modo, il y a les classiques, la toux, la fièvre, en sachant que la fièvre est plus fréquente chez les patients qui ont des tableaux plutôt sévères. Donc, certains patients à l'admission aux urgences n'ont pas forcément de fièvre et puis dans le décours de l'hospitalisation développent. Si on combine la dyspnée, la fièvre et la toux, c'est plus ou moins 67% des patients. Il y a les symptômes aussi un peu classiques dans les syndromes viraux, fatigue, myalgie, céphalée. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'anosmie ou la gueusie, elle est assez faible chez les patients plutôt sévères, mais elle peut aller jusqu'à 80%. Ça, c'est une série de Le Chien, donc une série belge, européenne, mais Le Chien travaille à Mons. Et donc, ça peut atteindre des proportions donc jusqu'à 87% pour les patients avec un tableau qui est plutôt modéré. Alors l'atteinte principale, elle est clairement respiratoire, ça reste surtout une maladie respiratoire et donc vous vous retrouvez avec des atteintes comme ceci, souvent bilatérales. Ici c'est un scanner où l'on voit donc vraiment une belle atteinte bilatérale comme ceci. Alors une partie des patients va donc compliquer et risquer de développer un ARDS, c'est plus ou moins chez 20% des patients qui rentrent déjà en hospitalisation avec un tableau sévère. En général, 50% des gens ont ça 8 jours après le début des symptômes. Typiquement, quand ils arrivent à l'étage, quand ils se compliquent et qu'ils nécessitent d'aller aux soins, c'est plus ou moins 2-3 jours après l'admission. Ça n'est pas une généralité, mais c'est ce que l'on a pu constater. Et donc certains développent ce type de complications, mais j'y reviendrai. Alors pour avoir une idée de ce qu'il s'est passé à Saint-Luc durant la première phase de l'épidémie, vous voyez qu'on a eu au total 74 décès. La plupart des décès se sont produits dans les unités de soins, environ le quart au niveau des soins intensifs. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que plus de 80% des décès étaient chez des personnes de plus de 65 ans et plus de 58% des patients décédés avaient plus de 80 ans. La mortalité de Saint-Luc était aux alentours de 18,5%, en sachant que dans les études, ça varie de 20 à 28 et qu'en Belgique, les données, en tout cas jusque juin 2020, c'était de 21%, et la mortalité aux soins était aux alentours de 40%, donc un petit peu plus faible que celle que la moyenne belge. Alors la particularité, donc je vous le disais et je vais y revenir, c'est que le SARS-CoV-2 peut avoir une atteinte et peut impacter donc quasi tous les autres organes. Il n'y a pas que les poumons, donc il peut y avoir le cerveau, les yeux, au niveau hépatique, au niveau rénal, au niveau de la coagulation, au niveau cardiaque. Et donc, il peut y avoir quand même toute une pléthore de tableaux cliniques associés. Alors pour vous illustrer un petit cas clinique d'une personne qui a été hospitalisée chez nous le 18 avril pour une dyspnée, là qui était présente depuis 3 jours seulement, donc pas 7 jours, un homme qui n'est pas âgé, 65 ans, mais qui avait déjà des antécédents cardiaques.
Lorsqu'il est arrivé, vous voyez qu'il avait quand même quelques critères de sévérité, donc il est allé directement aux soins intensifs. Vous voyez qu'il avait une infiltration bilatérale assez importante, et donc ça, c'est ce qu'on appelle une atteinte étendue avec plus de 75% du parenchyme pulmonaire atteint. Bon, désolé, la bio c'est pas facile à voir, mais en gros, il y avait une insuffisance rénale d'emblée, une cytolyse hépatique, un syndrome inflammatoire qui était important, quelque chose de typique, on y reviendra, c'est la lymphopénie qui est ici, et l'éosinopénie qui est là, qui est présente également. Alors, à l'époque, le traitement, c'était l'hydroxychloroquine durant 5 jours, et grâce à Jean-Cyr Yombi, qui a eu l'ingénieuse idée assez rapidement d'instaurer dans nos protocoles du Medrol pour les patients qui avaient un tableau justement très inflammatoire, assez rapidement, nous avons commencé aussi à Saint-Luc à utiliser du Medrol, et donc ce patient, au final, a pu sortir de l'hôpital, mais quand même après plus de 2 mois. Alors, parmi les autres atteintes, très rapidement, il y a l'atteinte cardiaque. Donc, certains patients ont un tableau de myocardite. Des cas d'infarctus ont également été décrits, et des troubles du rythme également, et seraient plus fréquents que ce que l'on aurait pu imaginer au début de l'épidémie. Les événements thromboemboliques également sont assez importants, et donc vous verrez que dans la prise en charge des patients, vraiment une des pierres angulaires du traitement, c'est de s'assurer que les patients ont un traitement anticoagulant à dose en général prophylactique. Et donc on a constaté ça, d'une part, il y a eu des case reports au début, c'était plutôt des constatations cliniques, et puis quelques séries avec des autopsies qui ont vraiment pu objectiver ces phénomènes thromboemboliques qui étaient assez importants. Il peut y avoir également une atteinte neurologique, soit des AVC, soit des troubles de la conscience. Des cas de Guillain-Barré ont également été décrits, souvent d'apparition un peu plus tardive, donc 5 à 10 jours après le début des symptômes. Et lorsqu'il y a une atteinte neurologique, c'est plus fréquent chez les patients qui ont des tableaux cliniques qui sont plus sévères. Et petit rappel, l'anosmie est liée en fait à vraiment une atteinte neurologique au niveau du bulbe olfactif. L'atteinte rénale également, donc beaucoup de patients peuvent avoir une protéinurie, certains ont des tableaux d'insuffisance rénale aiguë, et certains doivent carrément bénéficier d'une dialyse. Donc les anomalies au niveau urinaire sont fréquentes, et je vous montrerai plus tard les références d'une publication qui a été faite conjointement avec le service de néphro, et qui a vraiment pu démontrer qu'il y avait une tubulopathie et que ça pouvait être utilisé comme un facteur pronostic également. Et donc, l'implication rénale, elle est multifactorielle. Probablement qu'elle est en partie liée à vraiment une atteinte aussi endothéliale directement par le virus, parce qu'il y a des récepteurs ACE2 à cet endroit, mais chez les patients qui ont des comorbidités cardiaques, ça peut également être un facteur de risque additionnel, le sepsis, l'hypovolémie, bref, tout ce qui provoque des insuffisances rénales dans les tableaux de sepsis sévère que vous connaissez. Si on parle maintenant en termes de mortalité, parce que c'est important, le facteur vraiment prédictif majeur, c'est l'âge. Ça, je pense que tout le monde est bien conscient de cela. Donc, plus on est âgé, au plus le risque d'avoir des complications et de décéder est important. Et puis, il y a des facteurs de risque qui sont indépendants et qui sont associés à la mortalité hospitalière, à savoir, et on y reviendra, donc le diabète, les antécédents cardiovasculaires, l'hypertension, l'obésité qui n'était pas reprise dans les premières séries chinoises, les traitements immunosuppresseurs, l'insuffisance rénale chronique. Et ici, donc, c'est une revue anglaise qui montre donc l'impact à la fois de l'âge, à la fois de l'obésité, à la fois du diabète, etc. Mais donc, il y a vraiment des facteurs de risque qui augmentent la mortalité. L'âge, quant à lui, reste vraiment un facteur de mauvais pronostic, je vous le disais, et c'est ce qu'on a constaté dans notre série. Plus de 50% des patients ont en général plus de 80 ans. Ça, ce sont les données de Cienzano de la première vague.
Alors biologiquement, vous allez très vite aussi le constater lorsque vous prendrez en charge les patients, il y a vraiment tout un pattern biologique avec en particulier une lymphopénie qui est associée au degré de sévérité de la maladie et à la mortalité. Il y a fréquemment une éosinopénie également. La ferritine et la procalcitonine sont également fortement augmentées et sont associées aussi à la sévérité et à la mortalité. La CRP élevée est également associée à la sévérité et à la mortalité. Les enzymes hépatiques, les LDH, en sachant que les enzymes hépatiques ne sont pas forcément associées, et il est vrai que l'on constate que des patients ont parfois des tableaux sévères et ont peu d'enzymes hépatiques augmentées, et inversement, certains viennent avec une cytolyse importante et n'ont pas de tableau forcément très sévère. Les LDH, la troponine, les D-dimères sont tous trois associés à une mortalité plus élevée et à une sévérité de la maladie. Et de nouveau, l'atteinte urinaire qui est associée aussi à un plus haut taux de mortalité. Et donc ça, c'était la publication qui mettait en évidence l'implication du SARS-CoV-2 dans la dysfonction des tubules proximaux rénaux. Alors, pour en venir au cœur du sujet, à partir du moment où vous avez un patient qui a quelques symptômes suggestifs, Cienzano les a classés comme suit. Soit ce qu'on appelle un symptôme majeur, la toux, la dyspnée, la douleur thoracique, c'est plutôt l'oppression thoracique, l'anosmie ou la dysgeusie sans cause apparente. Alors pourquoi sans cause apparente? Une douleur thoracique chez quelqu'un chez qui on met en évidence un infarctus aigu, a priori, même si vous allez me dire ça peut être lié, ça n'est pas forcément une raison d'aller d'emblée exclure une infection par le SARS-CoV-2. Il y a également la présence, c'est un ou, de deux symptômes dits mineurs, de la fièvre, douleur musculaire, fatigue, rhinite, mal de gorge, mal de tête, anorexie, et chez les personnes plus âgées, mais c'est aussi décrit chez les enfants, la diarrhée, et par contre chez les personnes plus âgées, confusion et une chute sans cause apparente. Donc pour les personnes âgées qui commencent à être ou confuses ou qui font des chutes et dont on n'a pas l'explication, il faut rechercher aussi le SARS-CoV-2. L'un des autres critères, c'est une aggravation des symptômes respiratoires chroniques chez les patients asthmatiques ou BPCO, de nouveau sans autre cause évidente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cas possible. Tout cas possible doit avoir un frottis nasopharyngé et j'y reviendrai. Alors chez certains patients, on a cette définition-là. La radiologie, en particulier le scanner, est typique, mais la PCR revient négative, et bien maintenant il y a ce qu'on appelle la définition d'un cas radiologiquement confirmé. Et par contre, un cas dit confirmé, c'est un patient chez qui un test moléculaire, donc une PCR, est revenu positive. Et peut-être que bientôt on parlera aussi des tests antigéniques. Alors très rapidement, le diagnostic à l'heure actuelle se fait toujours, ça va peut-être changer, mais pour l'instant c'est un frottis nasopharyngé, et donc on envoie ça au laboratoire, ils effectuent une PCR en sachant qu'en moyenne la sensibilité est de 70%. La sensibilité en fait varie déjà de 1 par la personne qui a fait, en fonction de la personne qui a fait le frottis, est-ce que le frottis est bien fait, mais également par le moment où on a fait le frottis. On est contagieux 48 heures avant le début des symptômes. Et au moment des symptômes, il y a vraiment un pic au niveau de l'excrétion virale. Donc à ce moment-là, on a plus de chances d'avoir une PCR positive que si on fait la PCR 7, 8, 9 jours après. Donc il y a vraiment une décroissance en termes de positivité. Le scanner, donc c'est aussi vraiment la pierre angulaire pour le diagnostic. Pour nous, c'est utile aussi pour avoir une idée de la sévérité et comme certains patients sont aussi inclus dans des études cliniques pour pouvoir bénéficier de différents traitements, la plupart des études réclament également un scanner justement pour pouvoir, entre guillemets, quantifier l'atteinte. Ce sont souvent des opacités en verre dépoli, la plupart du temps qui sont bilatérales. Le degré de sévérité est lié en fait au nombre de segments pulmonaires qui sont atteints. Et remarque importante, on peut avoir un scanner négatif si on fait un scan dans les 3 premiers jours. Donc ça c'est important, si on fait un scan trop tôt, eh bien on peut avoir un scanner ou qui est négatif ou qui peut être tout à fait avec une atteinte très faible. Et donc
Cela nous est arrivé en hospitalisation de refaire des scans lorsque l'évolution clinique n'était pas bonne et puis d'être vraiment surpris une semaine après de voir comment l'atteinte pouvait être sévère. Et donc de nouveau, quelques images, vous voyez que là, c'est par exemple une personne donc au J3 et puis quelques jours plus tard, vous voyez que de la petite atteinte, ici on est face à une atteinte bilatérale et donc au plus on attend, au plus on risque de voir le nombre de segments atteints. Maintenant, les anticorps, la plupart des patients, surtout en tout cas ceux qui ont une atteinte modérée à sévère, vont développer des anticorps. Ce sont des anticorps qui sont la plupart du temps assez spécifiques pour le Covid. Et si on prend 2 semaines après le début des symptômes, eh bien, environ 90% des personnes auront développé en tout cas les IgG, mais IgG qui peuvent débuter déjà après une semaine et les IgM qui surviennent plus ou moins 4-5 jours après. Mais donc cela ne sert à rien de faire des anticorps, en tout cas en aigu dans le diagnostic. Nous, ça nous aide lorsque parfois on a une PCR qui est négative, une histoire clinique compatible, un scanner compatible, on attend quelques jours avant de faire le dosage des anticorps. Alors, quelques mots par rapport à ces tableaux cliniques qui peuvent être très différents. C'est vraiment une des choses que l'on a découvert au fur et à mesure de l'épidémie. C'est pourquoi les patients ont-ils des tableaux aussi variés et certains même qui apparemment sont en bonne santé et qui peuvent développer des tableaux très sévères. Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique? Est-ce qu'il y a des raisons qui permettraient d'identifier. Alors il y a eu plusieurs pistes. Une des pistes, mais qui ne se confirme pas dans toutes les études, serait liée à la charge virale. Donc une série chinoise a montré que les patients qui avaient des tableaux plus sévères avaient une charge virale plus élevée et une excrétion virale plus importante. Une autre série américaine a montré juste l'inverse. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une hypothèse, mais qui n'est pas sûre. Par contre, ce qui a été mis en évidence assez récemment par un consortium, et Erasme y a également participé, c'est le fait de voir que dans l'immunité qui est liée à l'interféron de type 1, 10% des patients avaient déjà des anticorps, des auto-anticorps neutralisant l'interféron de type 1, et ce, même avant de contracter le SARS-CoV-2. La plupart de ces personnes étaient des hommes et ils étaient âgés de 25 à 87%. Ils ont également mis en évidence une autre anomalie, mais là génétique, une mutation qui amenait à une production justement aussi insuffisante de l'interféron de type 1. Et donc grâce à ces deux observations, ces deux études, eh bien, ils estiment qu'il y a peut-être 14% des patients qui développent en tout cas des cas sévères, des formes sévères qui seraient en fait liées à donc une anomalie au niveau de la réponse immunitaire liée à l'interféron et qui serait soit liée à une production d'auto-anticorps, soit liée à une mutation génétique. Donc c'est vraiment un phénomène qui est assez intéressant et je pense qu'au plus le temps passe et au plus on va en apprendre. Alors une autre grande question qui revient surtout maintenant, vu qu'on commence à avoir un certain recul par rapport à la première vague, c'est est-on au final protégé ou pas? Alors vous avez toutes et tous entendu parler de ces quelques case reports de personnes qui ont été réinfectées après avoir développé déjà un premier tableau clinique en mars-avril. L'ECDC a en septembre publié donc toute une revue à ce sujet pour nous aider aussi à faire le diagnostic avec des recommandations pour essayer d'étayer ces cas de réinfection. Et récemment, il y a une publication également dans le Lancet Infectious Disease. Et il est clair que ces cas de réinfection posent des questions sur la durée de l'immunité et sur les implications au niveau de cette pandémie par rapport à l'immunité et même par rapport à l'immunité qui serait éventuellement liée au vaccin. Donc, encore beaucoup de questions, beaucoup de mystères. Je ne vais pas tous les refaire, mais très rapidement, il y a eu aussi un cas décrit en Belgique, donc un cas à Hong Kong, un cas aux États-Unis, en Équateur et en Inde. Et si on devait retenir les caractéristiques, c'est que la plupart des cas sont des personnes relativement jeunes.
que la présentation clinique au niveau des réinfections est aussi variable. Il y a un des patients, en fait, il a été détecté positif lors d'un contrôle au niveau d'un aéroport. Et par contre, le patient américain, lui, avait un tableau clinique un peu plus sévère vu qu'il a nécessité une hospitalisation pour avoir de l'oxygène. On n'a pas les données chez tous ces patients de la présence ou non d'anticorps après le premier épisode. Et donc, ça pose vraiment des questions sur cette fameuse immunité. Et en parallèle de ces cas de réinfection, il y a eu une étude sur un faible nombre de cas, mais qui a pu vraiment objectiver le fait que les taux d'anticorps, les IgG, avaient tendance à diminuer. Et avaient tendance à diminuer de façon beaucoup plus importante chez les personnes qui avaient développé peu de symptômes. Et donc, probablement que la quantité quelque part d'anticorps que l'on produit est corrélée au degré de sévérité et que donc les personnes possibles, voire asymptomatiques, probablement qu'elles développent pas ou peu d'anticorps. Et les IgG que l'on dose, ceux que l'on dose donc avec les techniques ELISA, il y a une corrélation entre ces anticorps-là et les anticorps neutralisants. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que le rôle protecteur des anticorps, voire même de l'immunité cellulaire induite, eh bien, elle n'est pas encore clairement comprise, qu'il semblerait quand même que le titre d'anticorps serait corrélé à l'immunité, que la magnitude, donc le taux d'anticorps développés est également corrélé à la sévérité de la maladie, que la plupart des patients vont développer des IgG et des anticorps neutralisants, mais que ceux-ci vont avoir tendance malheureusement à diminuer. Donc il y a un pic après 3-4 semaines et chez beaucoup de patients, il va y avoir une diminution qui va être progressive au fur et à mesure du temps. Donc si vous partez avec un taux très élevé, vous en aurez encore après quelques mois. Si vous partez déjà avec un taux faible, vous n'en aurez plus après quelques mois. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que la majorité des patients vont quand même avoir, et heureusement, une réponse immunitaire, sinon on aurait quand même beaucoup plus de réinfections que ce que l'on voit à l'heure actuelle, que donc c'est lié à la sévérité initiale, mais que donc on ne sait pas combien de temps cette immunité dure. Et donc si vous discutez même avec des personnes, vous avez peut-être entendu, en tout cas, nous commençons à avoir aussi des histoires de personnes tout à fait fiables qui ont eu un épisode prouvé en mars-avril, qui développent à l'heure actuelle des symptômes et chez qui, lorsqu'on les teste, la PCR revient positive. Et ça n'est pas une PCR dite résiduelle parce qu'il y a un nombre de copies assez important. Donc clairement, ça pose question pour l'avenir. Je vais maintenant laisser la parole à Julien pour le traitement. Voilà, merci Leïla. Donc effectivement, on va parcourir ensemble le traitement. Et vous verrez que si on s'intéresse uniquement aux interventions qui sont, pour lesquelles on dispose d'un niveau d'évidence suffisant, il n'y a pas grand-chose à retenir. Retenez essentiellement 4 composantes possibles au traitement. Le traitement antiviral d'une part, et là pour l'instant il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le traitement anti-inflammatoire et puis le traitement anticoagulant, ainsi évidemment que le traitement supportif sur lequel reviendra plus largement William. Alors, comme tout le monde, on a cru et on a voulu croire à l'efficacité du plaquenil, de l'hydroxychloroquine. Actuellement, malheureusement, toutes les études prospectives, randomisées, contrôlées, qu'elles soient menées en prophylaxie ou chez les patients avec une atteinte légère à modérée ou chez les patients avec une atteinte sévère, toutes ces études ont montré que ce médicament, malheureusement, n'était pas efficace. Si on prend la plus grande série Solidarity, on y reviendra, mais la série anglaise, britannique, Recovery, eh bien, on voit ici qu'il n'y a pas d'efficacité de l'hydroxychloroquine, puisque la mortalité au jour 28 est similaire chez les patients traités par hydroxychloroquine et chez les patients traités par le traitement standard. Il n'y avait pas non plus de bénéfice dans l'ensemble des sous-groupes qui avaient été analysés. Une autre étude brésilienne a montré qu'il n'y avait pas d'amélioration clinique. Je ne vous ai pas inscrit ici les détails, mais qu'il n'y avait pas d'amélioration clinique chez les patients qui recevaient de l'hydroxychloroquine, seul ou en combinaison avec de l'azithromycine.
Donc actuellement, sur base de ces données, l'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, n'est plus recommandée comme traitement, contrairement à ce qu'on a fait au cours des mois de mars et avril. L'azithromycine tout seul actuellement n'est pas recommandé. On participe à un essai clinique qui vise à essayer de trancher cette question-là, mais donc pour l'instant ça ne fait pas partie du traitement standard. Alors, l'hydroxychloroquine avait essentiellement deux effets escomptés, un effet antiviral puisqu'elle avait été montrée efficace in vivo. Je vous passe les détails qui ont remis ça également en question, mais initialement c'est ce qu'on pensait en tout cas. Et par ailleurs, l'hydroxychloroquine a un effet anti-inflammatoire, mais donc ça on met de côté. L'autre antiviral auquel on a fort eu envie de croire, c'est le remdesivir, donc ce médicament américain. Malheureusement, malgré cette première étude qui tendait à montrer un bénéfice en termes de temps d'amélioration clinique chez les patients traités par remdesivir versus les patients traités par placebo. Donc, le remdesivir avait montré donc, dans cette série un temps jusqu'à l'amélioration clinique plus court, avec une médiane à 10 jours pour le remdesivir versus 15 jours pour le traitement pour le placebo, et c'était surtout valable chez les patients qui recevaient de l'oxygène. Pas d'efficacité par contre en termes de diminution de la mortalité au jour 15 et surtout au jour 29 entre remdesivir et placebo, mais ça a été remis en question très récemment par la publication des résultats de l'étude de l'OMS, la large étude Solidarity, qui a démontré qu'il n'y avait pas de bénéfice en termes de mortalité du remdesivir par rapport au bras contrôle. Vous voyez ici, je vous ai remis aussi le petit encart de la démonstration de l'absence de bénéfice en termes de mortalité de l'hydroxychloroquine versus le contrôle. Par ailleurs, dans cette étude, cette publication, cette pré-publication, il y a également une méta-analyse finalement de l'efficacité du remdesivir qui combinait l'étude donc Solidarity, l'étude que je vous ai montrée et deux autres études, et finalement on voit ici aussi qu'il n'y a pas de bénéfice ni dans les patients avec une atteinte à faible risque, ni chez les patients considérés comme à haut risque. Il y avait une tendance pour peut-être un bénéfice chez les patients à faible risque, mais ce n'est pas significatif. Donc ce traitement actuellement n'est pas retenu. Alors les recommandations belges datent de juste avant la publication des résultats de Solidarity. Elles proposaient toujours l'usage du remdesivir, éventuellement au cas par cas. Nous, on ne l'a jamais utilisé ici, à part dans le cadre d'études cliniques. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire des traitements antiviraux, pas grand-chose de très réjouissant. Par contre, en termes de traitements anti-inflammatoires, vous avez tous probablement suivi la publication des résultats, enfin de près ou de loin, mais la publication des résultats de l'étude britannique Recovery, qui, dans son bras dexaméthasone, a mis en évidence un impact significatif et plus que relevant en termes de mortalité, puisqu'on voit une diminution d'à peu près un tiers chez les patients ventilés en termes de mortalité, et une diminution d'un cinquième chez les patients qui reçoivent simplement de l'oxygène sans être intubés. Par contre, et c'est là que c'est intéressant aussi, chez les patients qui ne reçoivent pas d'oxygène, il n'y a pas de bénéfice en termes de mortalité. Par ailleurs, dans une analyse de sous-groupe, on voyait que le bénéfice était restreint aux patients dont les symptômes dataient d'il y a plus de 7 jours. Et donc c'est la place qu'on a réservée à la dexaméthasone ici en Belgique et ailleurs, largement. Nous prescrivons la dexaméthasone à dose de 6 mg par jour pour jusqu'à 10 jours. Si on peut faire moins, on s'arrête avant. Dès que les patients sont suffisamment bien, on ne les garde pas évidemment à l'hôpital pour prolonger la dexaméthasone. Mais donc on restreint ce traitement aux patients qui ont des symptômes qui durent depuis au moins 7 jours et qui ont des besoins en oxygène. Donc on a parlé de traitement antiviral, de traitement anti-inflammatoire. Je ne rentre pas dans le détail des anti-interleukines qui sont encore pour l'instant à l'étude et qu'on n'utilise pas en routine clinique. Troisième pilier du traitement, le traitement anticoagulant. Et je parcours avec vous ici les recommandations belges, de la Société belge de thrombose et d'hémostase. Donc Leïla vous a expliqué que les phénomènes thromboemboliques étaient très importants dans le cadre de la maladie à SARS-CoV-2 dans le Covid-19, et c'était même une cause fréquente de mortalité. Ce qui est recommandé, c'est une
anticoagulation prophylactique avec une héparine de bas poids moléculaire à la dose de 50 unités anti-10A par kilo une fois par jour pour les patients qui ne sont pas aux soins intensifs. Pour les patients aux soins intensifs, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on propose une dose majorée. Alors, bien que le sujet soit débattu, ce qui est proposé à l'heure actuelle, c'est de poursuivre cette anticoagulation après la sortie du patient pour 2 semaines. Éventuellement, on prolongera même à 4 à 6 semaines chez les patients qui soit ont eu une atteinte fort sévère, soit qui ont d'autres facteurs de risque thromboembolique que vous connaissez bien et qui sont listés ici. On ne propose pas d'anticoagulation thérapeutique pour les patients qui n'ont pas évidemment d'indication préalable et qui n'ont pas d'évidence de thromboembolie documentée. Et on ne dose pas l'héparine non plus sur le taux de dédimère qu'on aurait éventuellement mesuré en cours d'hospitalisation. Bien entendu, un taux très élevé de dédimère accompagné d'une clinique évocatrice, ça doit faire exclure et rechercher ce diagnostic fréquent de thromboembolie. Donc la même chose sous forme d'un petit algorithme. Les patients hospitalisés qui ont une indication préalable d'anticoagulation thérapeutique, évidemment on va poursuivre cette anticoagulation prophylactique. Les patients qui n'ont pas d'indication préalable et qui n'ont pas d'évidence de thromboembolie, qui ne sont pas aux soins intensifs, on propose, indépendamment de la fonction rénale, une dose de 50 unités d'héparine de bas poids moléculaire par kilo. Et en fonction de la présence d'autres facteurs de risque ou de la sévérité de l'atteinte, on prolongera à la sortie le traitement jusqu'à 2 ou éventuellement plus 4 à 6 semaines. Alors, quatrième pilier, et là je céderai la parole rapidement à notre kiné William, mais juste pour introduire la chose, quatrième pilier, c'est évidemment le traitement supportif avec l'oxygénothérapie. Donc l'objectif de saturation, c'est aux alentours de 94, on peut dire 93-96%. On pourra s'en sortir avec des lunettes dans bon nombre de cas. Lorsqu'on doit monter les lunettes au-dessus de 4 litres, ce qu'on propose ici, c'est l'adjonction du double trunk mask, qui est ce dispositif ici, qui vient s'apposer par au-dessus des lunettes à oxygène et qui permet d'augmenter la fraction inspirée d'oxygène. Donc pris dans l'autre sens pour un débit, pour maintenir une saturation identique, si on appose le double trunk mask, on peut diminuer le débit d'oxygène aux lunettes, et ça a été montré par nos collègues kinés ici à Saint-Luc dans cette publication. Donc, éventuellement, on ajustera le débit d'oxygène. Si on doit monter à 4 ou plus que 6 litres d'oxygène aux lunettes pour avoir une saturation correcte, ou si on ne parvient pas à maintenir une saturation correcte, à ce moment-là, on utilisera d'autres manœuvres et William va vous parler de l'usage de la CPAP chez les patients avec une infection Covid-19. Merci. Merci pour l'introduction et pour l'image qui n'était pas forcément nécessaire. Merci aussi de nous associer le secteur kinésithérapie et ergothérapie dans cette présentation pour effectivement parler de cette prise en charge de traitements supportifs pour lesquels effectivement aux cliniques universitaires Saint-Luc, la kinésithérapie respiratoire a pu acquérir une certaine expertise. Alors, tu as déjà mentionné le double trunk mask, peut-être avant, donc pour rentrer dans l'oxygénothérapie, avant d'expliquer un peu le bénéfice du double trunk mask spécifique par rapport au Covid, avant on n'en parlait pas du tout. C'est vrai que dans l'algorithme un peu conventionnel, on va essayer de procéder étape par étape, avec en fonction des besoins d'oxygène de notre patient, passer des canules nasales au masque à oxygène simple, ensuite au non-rebreathing mask, donc le masque avec le réservoir d'oxygène, si le patient a besoin de plus de 12 litres par minute pour une SPO2 cible entre 93 et 96%, en visant 94%. Ça correspond en fait approximativement à un quart des patients des unités. C'était vrai pour la première vague, c'est encore vrai maintenant. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que plus ou moins un quart des patients ont besoin de beaucoup d'oxygène.
Le problème, c'est qu'il y a différents soucis associés à cette stratégie. La première, c'est que même si c'est débattu, au plus on donne un débit élevé en oxygène, au plus on a un risque de contamination aérogène associé à l'oxygénothérapie. Et puis, au plus on augmente aussi le débit, au plus l'inconfort respiratoire augmente, au plus la sécheresse des muqueuses respiratoires augmente, au plus la diminution du transport mucociliaire est vraie, ce qui, en corollaire, peut augmenter le risque de toux, d'éternuement, et être associé à une sorte d'épuisement du patient, ce qui peut à terme contribuer à un échec de prise en charge dans les étages, mais également aussi augmenter le potentiel de contamination de l'environnement du patient. Alors on peut se dire, c'est dans la chambre du patient Covid-19 qui est confirmé, tout va bien, on est tous bien protégés, sauf qu'en fait, les chambres des patients, il y a des portes qu'on ouvre, qu'on ferme, il y a des couloirs aériens qui se forment, et donc quand ces particules virales sont en suspension, elles peuvent tout à fait aller s'insinuer dans les couloirs, là où le personnel n'a pas forcément un masque FFP2 constamment sur le visage. Donc quand même, ça vaut la peine d'y penser et de l'éviter et de bien penser à toutes ces techniques qui génèrent des aérosols. Et on y reviendra notamment sur la CPAP. Et donc, dans l'algorithme qui est actuellement en vigueur aux cliniques universitaires Saint-Luc, vous voyez que le double trunk mask, il apparaît entre les deux interfaces, les canules nasales et le non-rebreathing mask. En fait, on va aller jusqu'à 3 litres par minute pour les canules nasales simples. Et puis, en fait, au-delà, on va toujours garder les canules nasales, mais on va ajouter le double trunk mask, qui est en fait un appareil très simple de conception. C'est un masque d'aérosol sur lequel on vient greffer sur chaque partie des pores latéraux des tuyaux qu'on trouve, de tuyaux de ventilation, donc qu'on trouve très facilement aux cliniques universitaires Saint-Luc. Et donc en ajustant cela au-dessus des canules nasales, comme l'a très bien dit Julien, eh bien, on a un effet de booster de la FiO2, ce qui permet en fait de diminuer le débit d'oxygène qu'on va donner aux patients pour un même objectif de saturation pulsée en oxygène. Alors avant de passer à la dia suivante, on peut se dire que tiens, dans l'algorithme quand même, il y a une sorte de gap entre le 6 litres par minute avec les canules d'oxygène plus le double trunk mask par rapport à cela. En fait, pas tellement, puisque si vous avez bien compris qu'il agit comme un booster, si vous mettez 6 litres d'oxygène aux canules nasales plus le double trunk mask, c'est comme si vous donniez grosso modo 12 litres d'oxygène sans le double trunk mask. Donc en fait, c'est assez fluide l'escalade thérapeutique. Autre chose auquel il faut bien penser, c'est que le double trunk mask, c'est simplement un appareil qu'on vient fixer par-dessus et il n'est absolument pas branché. D'accord ? Il sert en fait de réservoir. Comment ça marche ? C'est très simple. Le patient, il a l'oxygène qu'il reçoit par les canules nasales. Il respire un peu par la bouche ou quand il expire, cet oxygène est perdu. En fait, il est emprisonné dans le masque et il est restitué à chaque phase inspiratoire du patient. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on avait pu montrer grâce à la collaboration des équipes de médecine interne et de pneumologie, c'est que, eh bien, en passant avec ce système de double trunk mask, on divise par deux les débits d'oxygène pour une même saturation. Vous voyez que la PaO2 ne change pas du tout. Alors, on peut se poser légitimement la question du rebreathing du CO2, puisqu'on augmente l'espace mort. C'est vrai, ça augmente de manière significative, pour tous les patients quasiment de manière systématique, mais de 1 mm de mercure. Donc, cliniquement, en fait, c'est complètement insignifiant. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on part de 37 mm de mercure à 38, donc en fait, les patients passent d'un état hypocapnique à un état un peu moins hypocapnique. Donc, ça, vous pouvez en tout cas y aller sans crainte pour les patients Covid-19, avec quand même le bémol, ou en tout cas un signal d'alerte à avoir, c'est que si le patient a une pathologie pulmonaire sous-jacente, qu'il a une rétention carbonique, comme le patient BPCO, peut-être que cet outil-là doit être réfléchi plus minutieusement avant de le mettre, ou peut-être couper les cornes plus courtes pour éviter d'augmenter de manière excessive l'espace mort. Si on utilise le non-rebreathing mask, peut-être penser à deux choses, c'est des choses qu'on voit très souvent et ça vaut la peine parfois de le répéter, c'est la position du patient. C'est vrai qu'ici, la valve est complètement coincée et on pense, c'est sûr que la performance du NRM, du non-rebreathing mask, ne sera pas équivalente à un non-rebreathing mask qui est correctement placé.
Ce qui me fait aussi penser à essayer de faire passer comme message pour que tout le monde fonctionne en synergie, d'essayer de donner à nos patients le réflexe de mettre le lit au moins en semi-assis, parce qu'on sait qu'en coucher dorsal, la capacité résiduelle fonctionnelle chute brutalement, ce qui ne va évidemment pas les aider en termes de résolution ou en termes d'oxygénation du patient. Et puis vérifier le débit. J'aime bien cette photo, vous avez peut-être vu ça dans les médias, d'un influenceur qui nie l'existence du coronavirus et qui en est finalement décédé. Il est peut-être sans doute décédé aussi de pas assez d'oxygène, puisqu'on voit que son ballon il est complètement vide, et donc sans doute qu'il était très très hypoxémique et très très hypercapnique, ce patient-là, sur l'image. Donc voilà, l'algorithme qui a déjà été présenté, et donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous emmêlez un peu les pinceaux par rapport à cet algorithme-là, n'hésitez surtout pas évidemment à solliciter les équipes de kinésithérapie respiratoire pour vous épauler. Alors la CPAP intervient assez tardivement. Vous voyez que la CPAP elle apparaît tout à la fin ici. C'est une version qui date du 10 avril, c'était un moment donné où effectivement on avait fort peur du potentiel de génération d'aérosols de cet appareil-là. On sait que quand on le met avec la pression et au niveau des fuites qu'il y a au niveau des fuites du masque, eh bien on génère clairement une puissance qui va être vecteur d'une aérosolisation de toutes les particules d'air en contact avec le patient, et donc notamment le virus. Et j'avais déjà mentionné un peu cette inquiétude par rapport à cette génération d'aérosols. Et donc, il existe quand même une procédure qui est validée, ici à Saint-Luc, où on utilise des masques sans fuite, avec un filtre HEPA, et la fuite se retrouve derrière le masque, et donc c'est vraiment ça qu'il faut utiliser comme montage. Et de nouveau, ici, n'hésitez pas à nous demander, tous les kinésithérapeutes sont extrêmement bien à l'aise avec ces différents montages-là. Si jamais le patient vient avec sa propre CPAP parce qu'il a par exemple un syndrome d'apnée du sommeil, il est possible d'utiliser sa CPAP. Par contre, il faudra de nouveau adapter le circuit parce que sa CPAP doit être considérée comme contaminée. Donc il faudra mettre un deuxième filtre, et ça de nouveau, n'hésitez pas à faire appel. Alors la CPAP, voilà, au début on disait faut y aller de manière très précautionneuse, c'était plus pas recommandé que recommandé. On y a été de manière très prudente lors de la première vague, et puis empiriquement on s'est rendu compte qu'on avait quand même des bons résultats. Il y a cette étude-là qui est parue il y a moins d'un mois, qui a été réalisée par des collègues français, où ils ont établi aussi la CPAP un peu à notre manière, où pendant certains temps, ils n'ont pas ajouté la CPAP dans leur algorithme, et puis après, ils l'ont ajouté, et ce qu'ils ont fait, c'est une étude rétrospective. Alors rétrospective, on connaît les biais, mais elle a quand même attiré l'attention d'un des journaux les plus prestigieux dans le domaine respiratoire, le RJ. Et donc, ils ont regardé les résultats sur 2 semaines chez les patients qui avaient besoin de beaucoup d'oxygène. Donc, ces patients-là, du 11 au 23 mars, ils avaient simplement leur algorithme d'oxygène qui avait été décidé. Et puis, 2 semaines plus tard, ils ont regardé ce qui se passait avec les patients Covid-19 positifs, de nouveau qui avaient besoin de beaucoup d'oxygène. Et là, ils ont intégré la CPAP dans leur algorithme. Alors vous notez au passage qu'en fait, ça intervient plutôt la CPAP chez nous, puisque vous voyez que 4 à 6 litres par minute aux lunettes plus le DTM, ça correspond en fait plus ou moins à 6 litres par minute d'oxygène ici, mais sans double trunk masque. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté les auteurs? Ils ont constaté que bien, les patients qui ont pu bénéficier de la CPAP étaient moins susceptibles d'être intubés que les patients qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de la CPAP. Donc voilà, c'est rétrospectif, les auteurs reconnaissent les limites. Par contre, ce qu'ils disent aussi, c'est que en fait, ils n'ont pas fondamentalement changé le traitement en dehors de la CPAP, et les patients en baseline, entre les 2 périodes, étaient complètement similaires. Alors, quelle CPAP utiliser? Je ne vais pas rentrer dans les détails, sachez que vous allez beaucoup voir les CPAP Boussignac dans les unités. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est tout à fait normal. C'est juste qu'en fait, elles sont pas très chères, elles sont patients uniques, et on a un stock, un volume important qui ont été anticipés
par le secteur de kinésithérapie et ergothérapie, donc ça, il ne faut pas s'inquiéter. Je crois qu'on a anticipé 3 fois le stock de ce qu'il y avait eu pour la première vague. Et donc, vous allez voir beaucoup ces CPAP Bousignac chez les patients qui en auront besoin. Et il ne faut pas non plus s'inquiéter si en fait, on met beaucoup d'oxygène sur ces CPAP. Elles fonctionnent en fait avec beaucoup d'oxygène. Vous voyez qu'en fait, il faut des débits assez importants, de 25 litres par minute, pour avoir une pression de l'ordre de 7 cm d'eau. Et la FiO2 n'est pas si élevée que ça, parce que c'est un système de mélange d'air et d'oxygène qui est accéléré, qui se transforme en pression. Donc voilà. Il existe la possibilité de mettre les CPAP plus conventionnels ou électriques chez certains patients, chez qui la tolérance en fait, à la CPAP Bousignac n'est pas suffisante, ou pour d'autres raisons, si on veut titrer une pression très précise, évidemment en concertation avec les équipes médicales. Et donc, il existe cette possibilité-là. Par contre, il y en a moins dans le circuit, puisque ça coûte beaucoup plus cher. Et puis, une fois qu'elles sont dans le circuit Covid, eh bien, on peut difficilement l'utiliser chez des patients non Covid parce que la désaffection n'est pas garantie à 100%. Donc les indications, voilà, on en a reparlé. Peut-être il faut rediscuter de sa place un peu plus tôt dans l'algorithme, mais on n'en est pas là pour l'instant. Petite parenthèse aussi, c'est vrai qu'empiriquement, on avait encore la discussion hier avec un assistant qui disait que déjà à l'époque, on avait constaté une sorte d'effet favorable chez les patients qui avaient une toux inconversible, mais qui n'avaient pas forcément besoin de beaucoup d'oxygène. Est-ce que c'est par un effet d'étirement mécanique au niveau des tissus récepteurs? En fait, on n'en sait rien, mais en tout cas, cette expérience a tendance à se répéter, peut-être y penser, c'est simplement le message que je vais laisser passer ici. Et par contre, les contre-indications, c'est tous les patients qui sont susceptibles de le retirer, parce que pour une confusion, une agitation ou que sais-je. Et donc, en le retirant avec la machine en route, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le potentiel de contamination aérogène qui est très présent. Et puis je terminerai par un petit mot sur l'aérosol thérapie. L'aérosol thérapie, la nébulisation, ça tombe sous le sens que c'est une procédure aérosolisante. Et donc, et c'est en fait actuellement la procédure en vigueur aux soins des cliniques, tant dans les unités Covid que dans les unités non Covid, parce qu'on sait qu'on peut avoir potentiellement un frottis, un faux négatif, d'accord, c'est de privilégier, de prioriser l'aérosol doseur tant que faire se peut. Et pour les patients qui ont du mal à utiliser l'aérosol doseur, il existe des chambres d'inhalation pour lesquelles on peut tout à fait former les équipes pour administrer ça aux patients, pour expliquer aux patients comment ça marche. C'est très simple, c'est beaucoup plus court et ça a la même efficacité qu'une nébulisation classique. Et à Saint-Luc, ce que vous pouvez retrouver pour le prescrire, c'est le vortex ou le volumatique. Sachez aussi qu'il existe depuis très peu de temps, et ça c'est spécifiquement pour les urgences. Si vous avez vraiment besoin de donner un médicament inhalé rapidement, que vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre une chambre d'inhalation et que le patient est incapable d'avoir une bonne coordination, il existe ce qu'on appelle des disposable spacers, donc ce sont des chambres d'inhalation jetables, voilà, la procédure est en cours de validation. Ça a été bien anticipé de nouveau par nos collègues en kiné et en ergo, et donc sachez que ça existe et qu'on peut à tout moment vous les apporter si vous jugez que c'est nécessaire pour un de vos patients. Il vaut mieux utiliser ça en urgence que du coup un nébuliseur classique chez un patient où en fait on ne sait pas vraiment s'il est positif ou pas, dans un environnement qui ne permet pas d'assurer en fait une étanchéité complète de l'air. Et puis, si et seulement si le médicament est indisponible sous forme d'aérosol doseur, sachez qu'il existe un système en circuit fermé avec filtre, et à Saint-Luc, c'est l'Isoneb qui est en cours. Donc voilà ce que vous devez savoir pour prescrire. Voilà. Voilà. Alors, très brièvement pour conclure, parce qu'on a déjà fait 1 heure, donc concrètement, lorsque vous serez, et si vous êtes amené à prendre en charge un patient Covid, donc la première chose, vous le savez, c'est l'isolement du patient, mais à partir du moment où il est dans une unité Covid, ce sera le cas. Il faut un projet de soins. C'est normalement obligatoire, ou en tout cas clairement recommandé pour tous les patients, et pas que les patients Covid, mais vraiment, je vous incite et je vous encourage à discuter du projet de soins directement, tant avec le patient qu'avec aussi les équipes infirmières. Ce sont des retours que l'on a parfois. C'est vraiment important que le projet soit bien défini pour ne pas qu'on se retrouve en pleine garde ou en pleine nuit avec quelqu'un qui possiblement se détériore sans savoir jusqu'où on va, les soins, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque
quelque chose qui est important. Alors, dans la prise en charge, vraiment, un des paramètres principaux, c'est la saturation. Donc, il faut absolument que la saturation soit prise au minimum 3 fois par jour, voire plus si le patient est instable. Et pour ça, c'est pour les assistants, donc de discuter de la prise en charge avec vos superviseurs. Donc, comme l'a bien expliqué Julien, à l'heure actuelle, le traitement, le standard of care, ça n'est donc plus l'hydroxychloroquine, c'est la dexaméthasone à raison de 6 mg par jour. Il y a dans le MEDEX la possibilité de prescrire. Donc la pharmacie nous refait des comprimés de dexaméthasone 6 mg, donc c'est facile, on prescrit, c'est 1 fois par jour. Il y a néanmoins 2 conditions importantes, il faut que les patients aient des symptômes depuis plus de 7 jours, parce que la dexaméthasone agit sur la phase plutôt inflammatoire, et il faut que les patients aient des besoins en oxygène, vu que comme l'a expliqué Julien, la dexaméthasone n'apportait rien, voire était même délétère chez les patients qui ne nécessitaient pas d'oxygène. Alors Saint-Luc fait partie, donc a en tout cas différentes études cliniques avec des traitements. Discovery par exemple compare le standard of care avec le remdesivir. COV8 c'est principalement les anti-interleukine 6 et 1 et Down Plasma c'est le plasma et Down Azithro c'est l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, à contacter les infirmières d'études cliniques. Néanmoins, vu maintenant l'afflux important de patients, je ne sais pas si le recrutement, en termes de personnel, de study nurse, si le recrutement sera important. Mais donc, l'inclusion dans les protocoles d'études thérapeutiques, ça ne se fait pas pendant la nuit, ça ne se fait pas en garde, donc ça ne concerne pas les assistants de garde. C'est à discuter au cas par cas le lendemain de l'admission, au calme avec le superviseur. Une autre pierre angulaire du traitement, donc, c'est l'anticoagulation prophylactique. Donc, ces documents-là, vous les aurez. Donc, on a vraiment fait un petit fichier avec toute la prise en charge. Et ce qui est important, c'est à partir de quel moment on peut considérer la sortie du patient. Donc, on envisage la sortie lorsque le patient est cliniquement déjà mieux, sans besoin en oxygène ou avec des faibles besoins en oxygène. Ne jamais hésiter, si vous pensez que c'est nécessaire, à contacter l'équipe de revalidation. Donc, on travaille beaucoup avec l'équipe de revalidation. Donc, certains patients passent de l'hospitalisation à la reva sans forcément avoir passé par les soins intensifs. Et ce que l'on fait donc avec les kinés, c'est donc de faire un test de levée et parfois on fait même marcher les patients dans le couloir pour voir s'ils ne désaturent pas à l'effort. Alors lorsque les patients sortent, on les revoit en consultation, soit si c'était des patients plutôt sévères, donc dans le mois, avec à ce moment-là un scan et des EFR, soit plus tard 8 à 12 semaines, et tous les patients ressortent avec une anticoagulation prophylactique, sauf évidemment si on a mis en évidence une thrombose ou une embolie pulmonaire, auquel cas évidemment ils ont une anticoagulation thérapeutique. D'un point de vue, alors juste pour revenir, tout ça a été discuté donc avec l'équipe d'infectiologie, mais également toute l'équipe de pneumo, qui prend d'ailleurs aussi en charge bien sûr les patients, et avec l'équipe des kinés. Donc c'est du multidisciplinaire. Maintenant, d'un point de vue pratico-pratique, pour les assistants, donc en semaine, il y aura d'office par couloir, par unité, 2 assistants. Donc ça, c'est un peu le classique, avec soit un superviseur pour tout le couloir, soit 2 superviseurs. Donc ça va un petit peu dépendre. Et donc, le week-end, ce que l'on demande, ce qui est le mieux pour la prise en charge et pour la continuité des soins, c'est qu'il y ait un des 2 assistants qui fasse donc un tour de salle le samedi et le dimanche. Ce tour de salle serait le matin, évidemment horaire à adapter, mais en gros, ça prend quand même une grosse matinée, donc de 8h30 à 13h30, le samedi et le dimanche. Pour répondre à certaines questions qui ont déjà été posées, il est clair que ces heures-là seront alors payées comme garde, et que si l'assistant vient et le samedi et le dimanche, il pourra récupérer le lundi. Parallèlement à ça, il y aura comme d'habitude la garde de médecine interne, donc le BIP 480-31, et durant la période Covid, vu qu'il y a de plus en plus d'unités et qu'il y a possiblement donc un risque que plusieurs patients à un moment donné n'aillent pas bien, eh bien on demande également à l'assistant de garde de réserve 1 d'être présent
tant le samedi que le dimanche. Évidemment, ce sont des assistants différents et la récupération alors se fait sur le mode classique. Alors pour conclure avec tout, voilà, le Covid, le virus, la transmission et encore les nombreux mystères qui entourent à la fois la physiopathologie, la maladie, l'évolution, l'immunité, mais on peut se poser la question d'est-ce qu'on aura besoin d'un super-héros pour arriver à combattre tant le virus, mais surtout plutôt à contrôler l'épidémie. Mais je pense que la réponse, elle est non. C'est vraiment la réponse va venir un petit peu de tous les citoyens, de nous toutes et tous, avec le trio entre guillemets gagnant, donc l'hygiène des mains, la mise du masque lorsqu'en tout cas la distanciation physique n'est pas possible et la distanciation physique. Et je pense qu'un mot d'ordre et la clé aussi, c'est la solidarité, tant ici à l'hôpital que entre personnes de façon générale. Et donc voilà, on a besoin en tout cas toutes et tous de chacun et des autres. Et donc, merci pour votre attention et n'hésitez pas s'il y a des questions.